Bonjour à tous, nous sommes le, je sais pas, 11 juin 2024, à peu près. Et on se retrouve sur la carte de Moby, El Mobo. Et ouais, il y a un peu plus d'un an, j'avais pour projet de réparer sa carte. Donc la carte qui lui a servi à l'époque pour composer toutes les musiques qu'il a pu faire. Et je me retrouvais face à une carte qui avait été... qui avait subi, on va dire, une tentative de réparation qui avait été un peu infructueuse. Beaucoup de soudure à refaire. Je vous mets le lien de la vidéo ici si vous voulez vous la refaire. Et on avait un problème de lecteur de disquette. Alors le problème de lecteur de disquette, El Mobo l'a toujours eu depuis X années. Et c'était relativement compliqué à résoudre. Donc j'avais passé pas mal d'heures dessus. J'avais fait une vidéo, j'avais un live réparation dessus sans avoir de résultat. J'avais trouvé pas mal de petits soucis, notamment des pastilles coupées, des pistes coupées, mais autour des condensateurs, pas au niveau du lecteur de disquette. J'avais fait le remplacement du CIA en U8. J'avais remplacé aussi U7, c'est pour ça que j'avais retiré la prise qui était là. J'avais contrôlé de tête tous les contacts qui permettaient la communication entre U8 et de tête c'était Gail. Gail ou Alice, je me souviens plus, bref, ça remonte à plus d'un an. Donc, vu que je me suis attelé à ce genre de panne ces dernières semaines, je me suis dit, allez, on va ressortir la carte et puis on va voir à peu près ce qu'on peut faire. Dans les semaines qui sont passées, vous avez pu le voir, j'ai pas mal bossé sur les Amiga 500 et 500+, avec de la recherche de panne sur des pistes coupées. Et du coup, ça a été relativement fructueux. Et je me suis dit que, bon, à l'époque, je maîtrisais pas correctement mon oscilloscope, parce que ça faisait pas longtemps que je l'avais. Puis j'avais quand même beaucoup moins de connaissances. Donc je me dis que maintenant, avec la méthodologie que j'ai actuellement mis en place, on devrait pouvoir remonter petit à petit les vrais problèmes, les vraies continuités. Et puis ben, je pense qu'on peut arriver à trouver une solution. Donc dans un premier temps, vu que je n'ai pas remis U8, eh bien on va faire les tests de continuité de toute la carte, de toute la zone. Tout ce qui est autour des condensateurs, autour de tout ce qui aurait pu couler et tout ce qui aurait pu abîmer des pistes. Pour ça, je vais travailler multimètre avec le beeper, le testeur de continuité, ainsi qu'à l'oscilloscope. Et puis, ben, on va ressouder un 85-20. Et puis, ben, on va voir ce que ça donne. Allez, première chose à faire, le multimètre. Tac. Mode continuité, comme d'habitude, hein. Et donc on va tester piste par piste. On va commencer par celle-ci, donc il doit aller là. Ok, c'est propre et en même temps elle va quelque part par là. Pas du tout. Est-ce qu'elle va ici? Oui. Ok, la première est bonne. Allez, c'est parti pour de la recherche de contact. Bon, je vous le fais en accéléré parce que sinon ça va être long hein, pour vous. Ok, pour toute la partie haute ici, moi je ne détecte aucune piste coupée. Donc on peut passer à l'autre. Bon, j'éteins la caméra parce que ça va être long pour vous. Bien, nous voici quasiment 20 minutes plus tard. Alors, j'ai volontairement gratté le vernis ici parce que il y a un problème de continuité à la suite du condensateur qui se trouve là. On peut voir qu'il y a des traces ici, là, 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 là et là. Des belles traces d'oxydation. Je pense que c'est dû à des coulures d'acide, donc on va aller voir d'un peu plus près. Et en allant voir de plus près, justement, si je vais prendre... Si je prends cette partie-là, je dois la retrouver. Alors, si je prends celle-là... Ok. Si je prends celle-là... Eh bien, il semblerait qu'on n'ait pas de contact. Donc que la piste soit coupée ici. En gros... Si je viens gratter
et que je reprends donc ici, là je n'ai pas de contact et là j'ai un contact, donc précisément là j'ai un contact et là je n'en ai pas, la piste est coupée là. Mon Dieu, mais comment j'ai pas pu voir ça à l'époque? Bien évidemment c'est pas aussi simple que ça. J'ai repéré donc deux autres pistes coupées, notamment sa copine qui est juste à côté. On voit qu'elle n'est pas top du tout. Je vais voir si je peux retirer les deux connecteurs qui sont là, parce que ici il va falloir gratter. Il y a vraiment, c'est vraiment pas beau. Et il va falloir contrôler aussi les VIA qui sont là, parce qu'ils sont particulièrement noirs. Et en général, quand ils ont noirci comme ça, c'est dû à l'acide. Donc je vais dessouder les contacts. Malheureusement, je ne sais pas si j'en aurai d'autres, mais il va falloir nettoyer toute cette zone. Ok. Donc j'ai pu retirer tout ce qui était là. Donc j'ai retiré le CN12, le CN14, j'ai retiré C591 et C352 pour me libérer un peu de place. Maintenant je vais mettre un coup de fer pour nettoyer correctement. Voilà, ça m'a l'air à peu près propre. Et puis eh ben, on va attaquer avec du papier de verre. Et puis on va nettoyer toute cette zone pour que ça ressorte bien propre, comme on a fait avec le 500+. Bien, après près de 3 heures de réparation, ça y est, je peux enfin le dire. J'ai réparé l'Amiga 1200 de Moby. Bon sang que ça a été compliqué. En fait, j'avais jamais abordé ce type de panne comme ça. Et je pense que ça va m'aider parce que j'ai deux autres 1200 qui ont ce problème-là. Et ben, du coup, ça sort complètement de ce que j'avais prévu à la base. En gros, pendant les 3 heures qui sont passées, j'ai retesté toutes les continuités du CIA Even, donc le composant qui gère le lecteur de disquette. J'ai trouvé deux pistes coupées, on va dire une bien coupée et une qui n'était pas forcément en très bon état. Et j'avais toujours le même résultat. Je lançais le Workbench à partir du disque dur. Et j'arrivais avec un DF0 à l'écran et impossible de faire marcher le lecteur. Le lecteur ne fonctionnait pas du tout. Donc, j'ai lancé, là vous avez la photo, un test diagramme standard suivi d'un test diagramme expérimental qui du coup me dit qu'il y a un problème sur la vitesse de fonctionnement du H Synchro. Alors, je vais faire un tour sur Amiga Explorer. Et je me rends compte que ce fameux H Synchro va de Even, passe par U5, si je me souviens bien, et ensuite va à une petite résistance à côté de la prise vidéo, de la DB23. Et donc ce fameux H Synchro, c'est lui qui visiblement pose des problèmes. Donc je me suis dit, on va regarder ce qu'il y a sur ce circuit, et sur ce circuit, on peut donc trouver une résistance, deux résistances, un condensateur, et en dessous de la carte, deux autres résistances. Je me suis dit que s'il trouvait une erreur sur le fonctionnement du H Synchro, c'est peut-être qu'il y avait une résistance de cramé, avec une valeur qui n'était plus du tout bonne, donc qui n'accordait plus une stabilité dans le signal. Donc je les ai retirés, j'ai pris un autre Amiga fonctionnel, et j'ai remplacé les résistances et les condensateurs. Et là, j'obtiens mon premier démarrage de lecteur de disquette depuis que je possède cette machine à la maison. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est vrai que j'utilise jamais ça. Admettons que j'utilise le DF0. Ok, signal test. Ok, d'accord. Donc déjà, il m'a envoyé les bons signaux sur le lecteur. Je sais pas si je peux le skipper. Oui, je dirais que ça, on s'en fiche un peu. On va revenir en arrière, on va faire un test de lecture. J'espère que ça va pas effacer ma clé. Bref, le DF0 refonctionne. Maintenant, il faut que j'arrive à comprendre pourquoi. Donc je vais ressouder les composants que j'ai dessoudés exactement comme ils étaient quand la machine était en panne.
et je vais voir si j'ai les mêmes résultats. Bien, voici donc les coupables. Donc R251 et R250, je les mets dans le même lot. On peut voir sur la photo que je les ai dessoudés, je les ai remplacés. Donc les valeurs, j'ai pas pu les mesurer parce qu'elles ont l'air d'être complètement cramées, ces pauvres résistances. Et donc en fait, elles empêchaient le fonctionnement du lecteur de disquette. Ceci étant fait, il reste quand même un petit peu de travail. Notamment tous les condensateurs à ressouder. Il manque un petit condensateur céramique ici, rien de grave. On va lui remettre sa DB25 ici. Et j'ai pas mal de pistes à refaire au niveau des condensateurs traversants. Puisque les pistes ont été pas mal arrachées, donc il va falloir les refaire. Je vais couper la caméra ici, je vais donc recaper toute la carte, réparer les pistes pour les condensateurs, et puis on se retrouve pour le remontage dans la coque. Peut-être un bon nettoyage clavier aussi, parce qu'il me semble que le clavier mérite un petit peu d'être nettoyé. Bien, alors, tous les condensateurs ont été remplacés, toutes les pistes ont été réparées, la DB25 a été mise en place, j'ai pu réparer la partie LED, puisque il y avait des pistes de coupé. Donc j'ai pu les reconstituer. La machine est démarrée. Maintenant, on va tester la partie sonore, parce qu'on sait que le lecteur disquette fonctionne. Je l'ai fait fonctionner avec un disque dur. Je le referai tout à l'heure, mais ça, je sais que c'est bon. Il me restera le clavier à tester et puis la partie sonore. Donc on va commencer par l'audio avec un signal de 500 Hz que l'on va devoir retrouver à deux endroits. C'est-à-dire ici, on va le mettre en auto-setting. Et on a donc un 500 Hz qui est affiché. Je pense qu'on peut le mettre plus beau même. Voilà, c'est déjà bien plus sympa comme ça. Signal de 500 Hz à gauche. Signal de 500 Hz à droite. Par contre, il me semble, vu qu'on est sur une révision 1B, je ne sais pas si elle a les mêmes problèmes que la 1A, c'est-à-dire des résistances qui sont un peu trop élevées et qui du coup créent un son qui crachote dès qu'on le pose sur certains amplis. On va regarder ça. Et bien, après vérification, la 1B semblerait ne pas être concernée. Ceci étant, on s'attaque à la fonction du port IDE. Donc déjà, on voit que toutes les LED fonctionnent. Qu'est-ce qui se passe à l'écran? Normalement, on devrait voir le workbench apparaître. Ok. Et donc, on devrait ne plus avoir le DF0 en défaut. Ici, je teste avec une carte 030 8MO de fast. 8MO de fast, donc on est bien sur une carte 030. Ok, j'ai fini de nettoyer la petite coque. J'ai fini de nettoyer le clavier et de le tester. Désormais, je le mets en route. Petite LED power qui s'allume. On va attendre qu'il arrive gentiment sur la demande de disquette. Hop, j'insère la disquette. Et voilà, la disquette de Zarnal. Donc elle arrive à charger complètement. Donc, et bien cette fois-ci, le lecteur de disquette est reparti. Bon, petite erreur. Est-ce qu'on peut redémarrer? Oui, on peut redémarrer au clavier. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Eh ben, je suis bien content d'être arrivé au bout. Je pense qu'il y en a un qui va être content, je ne l'ai pas encore prévenu. Normalement, il sera au courant avant que vous ne puissiez voir cette vidéo. Mais voilà, après quand même pas mal de temps, cette machine est enfin sauvée. Machine mythique des années 90-2000. Voilà, et merci d'avoir suivi la partie 2 de la restauration du 1200 de Elbobo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, en attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!